Weapons est le second long métrage de Zach Cregger qui, après le succès assez fulgurant de son premier film Barbarian en 2022, enchaîne sur un projet nettement plus ambitieux, plus de décors, plus de personnages et plus de blagues. On va en reparler. Dans ce film, on suit les retentissements d'une tragédie sur une petite ville américaine qui, il me semble, n'est pas nommée. Et cette tragédie, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple, un beau matin, une classe entière d'enfants disparaît dans la nuit, enfin sauf un qui lui doit se taper la rentrée comme les autres. Enfin pas comme les autres de sa classe, mais comme les autres de son école. La police du film mène l'enquête et dans la plus pure tradition du cinéma horrifique est à peu près aussi utile que la police de la vraie vie et peine à retrouver les enfants. Le film est un récit choral, narré de façon un peu non linéaire. On démarre le film dans les bottes de Justine, la professeure qui est responsable de la classe des disparus, et sur laquelle se portent les accusations des parents, avant justement de suivre un de ses parents. Et dans les moments de cut entre les deux narrations, on peut se retrouver à vivre deux fois la même scène, mais au travers des yeux de quelqu'un de différent. Perso, cette multiplicité de points de vue, ça m'a fait penser au premier épisode de Twin Peaks par exemple, où on s'intéresse à la manière dont la mort de Laura Palmer va impliquer toute la ville et toutes les strates surtout de cette ville. Et Weapons essaie un peu de faire la même chose, c'est-à-dire de passer en revue l'impact qu'a une telle épreuve, certes sur les victimes, c'est évident, mais aussi sur les suspects, les témoins. Pour moi, le but, c'est pas tant de mettre le spectateur dans une position d'enquêteur qui pourrait résoudre l'énigme, mais de l'immerger dans le bordel émotionnel qu'est ce genre d'affaire, et pas tant le bordel de détective, on va dire. Donc c'est sûr que si vous aimez les récits qui vont droit au but, qui sont super clairs, et qui n'interrompent pas un cliffhanger pour nous montrer Benedict Wong en train de faire ses courses, j'aime cet homme, peut-être que Weapon va vous perdre un petit peu ce qui est le but. Pendant qu'une tasse de nouilles en conserve et bienvenue en Amérique, et de théorie des auteurs, et bienvenue pour cette nouvelle transmission de Café Cauchemar. You bought the coffee. Where's the paper, David? I didn't have enough money after I bought the coffee, so... Tout comme le fameux cut balance ton porc, on va dire, de Barbarian, Weapons mène un peu la vie dure au spectateur qui veut juste voir l'intrigue avancer. Des fois on avance, des fois on recule, on prend des détours, et ça peut saouler, j'en conviens. Perso, vu que j'avais Barbarian en tête, je me suis pas trop fait surprendre par cette structure. Cregger, il est aussi scénariste sur ce film, et c'était aussi le cas sur Barbarian, et ça fait de lui un auteur, un vrai, avec l'approbation et le sourire complice des fans de la nouvelle vague et sous les regards bougons de Roland Barthes et de Monsieur Paf. Et je cite Monsieur Paf histoire de redescendre d'un étage en termes de snobisme. Cregger décrit son processus d'écriture en interview, et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que le mec est libre, il est libéré. Il explique en toute détente qu'il aime démarrer une question sans forcément avoir la moindre idée de la réponse. Par exemple, dans Barbarian, la présence du monstre dans le sous-sol, ça lui est venu après l'idée de la location d'un Airbnb à l'ambiance glauque. C'était pas prévu à la base. Et une critique qui a souvent été faite à Barbarian, c'était justement de soudainement changer de ton. Passant d'un film en huis clos malaisant et qui montre brillamment les mécanismes de l'horreur qu'une femme peut ressentir quand elle est pas sûre des intentions d'un homme, à un monster feature assez convenu. Bon, il y a toujours le thème de la féminité opprimée qui reste présent, mais enfin quand même. Le shift, il en a fait grincer plus d'un, et si vous considérez que c'est un défaut, Weapons fait pareil, 6 fois de suite. Il faut savoir que cette méthode d'écriture, c'est pas un synonyme d'absence de professionnalisme. Stephen King et George R.R. Martin écrivent de cette manière. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, la saga de livres qui a plus de pages que la Bible, avec une quinzaine de narrateurs réguliers ou éphémères, a été écrite de façon instinctive, sans scénario préécrit. Ou du moins dans les grandes lignes. C'est précis, Nicole. Le personnage doit rester focus. Là, on ne comprend pas ses motivations, là. Et encore, là, on est sur un modèle d'écriture qui respecte la division pré- et post-prod. Une fois le tournage démarré, Cregger, il arrête son impro et il fixe l'histoire. Bon, même si on voit sur le making-of qu'il a l'air de prendre à cœur les retours de ses acteurs et de ses actrices. On n'est pas sur du tourné-monté sauce Godard qui change le scénario en pleine prise parce que ça lui chante. Et grand bien lui fasse, c'est juste que pour aussi original que la technique de Cregger puisse paraître dans une machinerie hollywoodienne bien huilée, c'est pas non plus un punk. A noter qu'il a utilisé cette technique sur Weapons de manière cathartique de ses mots. En gros, pendant la post-prod de Barbarian, un de ses amis proches est mort et son incapacité à comprendre la logique de cette mort l'a poussé à écrire un film où la logique ne serait pas le moteur principal de compréhension d'un drame.
En développant son propos, il cite justement Stephen King. Pour écrire, parfois, il faut être un paléontologue, déterrant un dinosaure un os à la fois, sans savoir à l'avance quel type de dinosaure vous allez découvrir. Bon, on va mettre entre parenthèses l'écriture du film pour faire un détour sur les mouvements de caméra que je trouve très bien vus. Tout au long du film, on a une lourde présence des steadicams. Que ce soit via des gimbals ou des chariots, la moindre image de tournage disponible nous montre l'omniprésence de ce procédé. Et on a même droit à quelques snoricams, et moi j'adore ça. Vous savez, c'est les caméras qui sont attachées aux acteurs via un harnais et tout, et ça donne rapidement un effet de tournis, de désorientation pendant les scènes d'action. Toutes ces techniques ont un point commun, une image très stable, voire trop stable pour les snoricams. Plusieurs fois dans le film, en fait, je me suis dit, on dirait une caméra de jeu vidéo. Notamment, vous savez, les jeux à la 3e personne où on suit un personnage qui est contrôlé par une force qui l'échappe. Un peu comme les personnages de Weapons, sans trop spoiler. Et vu qu'il y a plusieurs scènes où il y a plusieurs points de vue, tous filmés à la 3e personne, mais où c'est pas la même personne qu'on suit, ça renforce vraiment cette idée que les chemins des personnages sont prédestinés et qu'en fait, ils ont quasiment pas de libre arbitre. Et même sur les plans plus fixes, on y retrouve une ironie dramatique qui aide à construire non seulement cette impression de destinée là, et de contrôle, mais aussi pas mal de tension. La scène dont tout le monde a parlé, mais qu'il faut bien avouer que c'est la meilleure du film, c'est la scène du panotage dans la voiture, avec les ciseaux pour ceux qui l'ont vu. Et c'est vrai que cette scène, elle fonctionne de ouf. On a droit à une menace qui vient de très loin, donc avec une profondeur de champ qui n'est pas capable de la mettre dans la netteté. Ensuite, elle sort du cadre à plusieurs moments clés, on a une spatialisation du son, notamment de la porte de voiture arrière, qui aide à nous tendre, vraiment, c'est une super scène, il n'y a rien à remplacer. Et en plus, elle garde cette impression que Justine ne peut rien faire pour altérer son destin. Mais bon, là j'ai parlé technique d'écriture, mouvement de caméra... Mais ce qu'Internet veut savoir, c'est quoi le sens du film. Comment je fais pour briller en société, pour dire « Weapons, actually, ça veut dire ça ». Top 5 des théories sur Weapons, la 4e pourrait mettre fin au mandat de Trump. Alors, quel est le sens ultime de Weapons ? On s'en fout. Enfin ça, c'est l'avis du réalisateur. Il y a un long débat dans les critiques de cinéma sur l'importance de la vision qu'un auteur apporte à son œuvre. Est-ce qu'il est le seul détenteur de sens pour son film ? Est-ce que Descartes, c'est un répliquant parce que Ridley Scott a dit que oui ? Et même avant ça, c'est qui l'auteur au cinéma ? C'est le réalisateur ? La scénariste ? Le monteur et qui a aussi une patte d'écriture, on dit ? Est-ce que ce serait pas l'écrivaine qui a écrit le bouquin duquel est adapté le film ? Sur un art aussi collectif que le cinéma, répondre à la question c'est qui l'auteur du film, c'est pas si évident que ça. En bonne snob, j'ai cité un peu plus tôt Roland Barthes, qui a notamment théorisé sur la mort de l'auteur, en contradiction directe avec la théorie de l'auteur qui nous vient plutôt des cahiers du cinéma. Je résume à un très grand trait, ce serait le sujet d'une vidéo de 4 heures, mais pour Weapons, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut développer une métaphore englobante sur lui ? Est-ce qu'il y a une seule explication qui épouserait parfaitement tous les thèmes du film ? Alors Tolkien a appelé, il dit qu'on doit aller se faire foutre. J'ai par exemple beaucoup vu passer de théories comme quoi le film serait une critique de la propagation inquiétante des shooting schools et des tueries de masse aux États-Unis. Et il y a une thèse qui vient appuyer pas mal ça, c'est qu'en 2022 notamment, il y avait un projet de loi qui est passé au Congrès visant à interdire la vente d'armes d'assaut aux civils, notamment le AR-15, qui est ce fusil qui flotte au-dessus de la maison dans cette fameuse scène de cauchemar. Et le nombre d'élus qui ont voté pour cette loi, donc pour l'interdiction des armes telles que le AR-15, 217, exactement comme 2h17, l'heure à laquelle les enfants se réveillent pour s'évader dans la nuit. Holy shit. This is all connected. Il faut admettre que la date où le Congrès a examiné cette proposition colle à peu près aux dates où Krager devait être en train d'écrire Weapons, que la loi a plutôt fait parler d'elle à l'époque, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Personnellement, j'ai plus vu dans le film une critique de la présence d'armes à feu dans les foyers. Les enfants qui sont stockés à la cave en fin de film m'ont fait penser à ces Américains qui ont des dizaines d'armes à feu chez eux. Ce qui statistiquement augmente vos chances de mourir du fait de ces armes-là. En fait, souvent dans ces cas-là, les gens aux États-Unis, soit ils meurent à cause d'accidents en nettoyant les armes et il restait une balle dans le magasin, Je sais pas comment ça marche un gun, mais en gros c'est un accident. Ou alors en fait quand quelqu'un vient les cambrioler, cette personne a un mur entier rempli d'armes pour tuer le propriétaire. Complètement con d'avoir une arme chez soi.
Et une autre catégorie de personnes qui est particulièrement vulnérable à la présence d'armes à feu dans les foyers, c'est les enfants. En 2023, on estimait à 110 le nombre d'enfants mourant annuellement d'une blessure accidentelle liée à une arme présente dans la maison. Et là, on parle des enfants qui en sont morts, parce que ceux qui sont blessés très grièvement par des armes à feu chaque année aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Au passage, petite statistique comme ça, depuis 3 ans, la cause de mortalité la plus répandue chez les 1 à 17 ans, c'est les armes à feu. Ouais, ça a dépassé les accidents de voiture et les cancers. Le pays va bien. Mais dans une interview, Krager, lui, parle de l'alcoolisme. Et notamment les scènes où Alex nourrit ses parents, est sujet à leur violence, qui elle-même est déclenchée par un élément extérieur à leur volonté qui les contrôle. Ouais, ok, je vois le lien. Dans cette même interview, Krager, il révèle que son père et lui-même ont eu des soucis avec l'alcool et qu'il sait comment les dynamiques familiales s'inversent quand un enfant devient la personne la plus responsable d'un foyer. Mais il enchaîne immédiatement en précisant qu'il ne cherche pas à appliquer radicalement cette interprétation sur tout le film. Il veut que vous fassiez des théories, tout en sachant qu'il n'y en a probablement aucune qui détient toutes les clés d'interprétation. Weapons, c'est une proposition qui ne peut pas faire l'unanimité. On est sur une approche qui est en même temps très tape à l'œil, et en même temps, on a l'impression que ça ne dit pas grand-chose. Et là, pour rentrer un petit peu plus dans de l'avis et pas de l'analyse, vu la gravité des thèmes abordés, j'avoue que j'ai été un peu sceptique sur la fin très grand guignol. En gros, on passe d'un film qui est une espèce de drame choral à une comédie horrifique. C'est un peu bizarre quand même. Et puis même sans l'aspect comique, que les enfants soient victimes d'une sorcière dans sa représentation la plus haxploitation possible, ça m'a un peu gonflé en fait. La haxploitation, pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros c'est un trope du cinéma d'horreur qui vise à rendre flippantes les vieilles femmes. Juste avec leur corps, leur perte de mémoire, leur manque de filtre, tout ça c'est censé faire peur, et ça passe souvent par le fait de les montrer nus. Là, dans Weapons, on est un peu dans du para-exploitation, on n'est pas directement dans le cliché, mais on est sur la mamie qui est mal maquillée, qui est habillée de façon un peu flashy, bizarre, et c'est censé renforcer l'angoisse en mode « Ah, son maquillage est cool et tout ». Moi, j'étais juste en mode « Mais elle a du style, cette mamie !» Bon, son fard à paupières, il est un peu agressif, mais moi, je l'ai trouvé stylé, Gladys. Surtout que la présence de cette sorcière, Gladys donc, ça invisibilise un peu le fait que les parents du film sont violents à leur manière avant son apparition. Le personnage de Josh Brolin, il a élevé un bully. Et on sait que dans la majorité des cas, les bullies, ils le deviennent à cause d'une éducation violente. Bon, en même temps, j'avoue que quand t'as Thanos comme père, ça va. Hein. Pour les parents d'Alex, c'est évidemment beaucoup plus diffus, ça va plus passer par le fait que le gamin n'est pas mis dans la prise de décision. En gros, quand ils accueillent la tante Gladys, ils l'accueillent sans lui demander, lui il dit expressément « Ah, ça va rendre ma vie moins cool, j'ai besoin de mon intimité et tout », et les parents sont en mode « Ferme ta gueule, t'es un enfant ». Ils lui disent pas comme ça, mais pas loin. Donc, ça reste une éducation violente à sa manière. En fait, le film aurait pu, et dans un sens, parle de la domination adulte, du fait que les enfants, on les met jamais dans le processus de décision de la famille, et qu'on s'étonne qu'ils deviennent soit des espèces de pantins inanimés qui obéissent bêtement aux parents, et on est soudainement choqué quand ils arrachent le crâne de leurs parents. Quoi, ça vous est jamais arrivé dans l'adolescence de... Non ? Bon, par contre, je dois bien admettre que quand le côté comique du film arrive, j'étais morte de rire. Vraiment, la salle dans laquelle j'étais riait aux éclats parce que le timing des blagues est excellent, et je comprends pas que certaines personnes y voient ça comme une erreur de mise en scène. Vraiment, c'est trop drôle pour être un accident. Dans le sens où un jumpscare et une blague, ça fonctionne un peu avec la même rythmique. Vous savez, on va supprimer un peu le son, on va attendre la chute, et la chute, là, au lieu d'être un truc qui fait boue à la caméra, c'est des enfants qui se jettent contre une baie vitrée avec un contre-champ de Gladys qui est en mode « Oh fuck !» C'est hilarant. Maintenant, c'est super drôle. J'ai donc un avis un peu mitigé sur le film. À l'heure des IA sans âme, je reste un peu accroché à l'image de l'artiste qui veut me dire des trucs, et du coup, Krager qui botte en touche sur tous les sujets, ça me gonfle. Mais en même temps, refuser de donner un sens tout beau, tout propre, prêt à la consommation à son film, c'est aussi une proposition artistique, donc why not en fait ? Cette transmission touche à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et je vous dis à la prochaine pour un café aux 12 arômes de cauchemar.